Et salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Aujourd'hui, on va attaquer ensemble la troisième et dernière vidéo de la série sur l'inflation, et pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut avoir vu les deux premières vidéos de la série. Donc je te mettrai les liens des deux vidéos dans la description. Dans la première vidéo, on a vu ensemble ce qu'était l'inflation, quelle était son origine et quel était aussi son impact sur la société. Dans la deuxième vidéo, on a appliqué ces quelques concepts théoriques à des exemples chiffrés pour mieux comprendre comment ça pourrait se traduire dans la vie réelle. Maintenant, dans ce troisième volet, on va en particulier s'intéresser à l'aspect politique de l'inflation. Pour commencer cette discussion autour de la politique, j'aimerais te parler ou encore te reparler du CPI. Le CPI, c'est le Consumer Price Index. On l'a déjà à présent vu plusieurs fois dans les précédentes vidéos, donc je ne vais pas refaire tout le discours. Mais maintenant, j'aimerais qu'on voit le CPI d'une manière un peu différente. Cette fois-ci, on va rentrer un peu dans le détail pour comprendre comment le CPI il est calculé et en quelle mesure ce calcul peut aider dans une communication politique. Pour rappel, le CPI, c'est une manière de mesurer le pouvoir d'achat d'une devise, par exemple du dollar ou de l'euro. Maintenant, j'aimerais qu'on aille ensemble un peu plus dans le détail pour comprendre comment le CPI il est calculé et qu'est-ce que signifie le chiffre qui est communiqué par nos instances politiques. Ce que je t'affiche à l'écran, ce sont des données qui sont extraites du rapport CPI américain qui date d'avril 2023. Alors évidemment, dans le rapport original, tout est écrit en anglais, mais moi je te l'ai traduit en français. Tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est ce chiffre de 4,20%. Ça, c'est le chiffre qui est communiqué par la politique américaine en parlant de l'inflation. Tu te rappelles, on a vu dans les vidéos précédentes que le CPI représentait un panier de produits bien définis dont on évaluait, dont on mesurait le prix dans le temps. En d'autres termes, on regarde donc quel est le prix de tous les produits dans ce panier et on regarde est-ce qu'un mois plus tard, le prix de ce panier il a augmenté ou il a diminué. En fonction de la variation des prix des produits dans ce panier, on fait un calcul savant qui à la fin nous donne un seul chiffre qui représente l'inflation moyennée dans tout le pays. Ce panier de produits, jusque-là, je t'en ai parlé mais sans rentrer plus dans le détail que ça. Et bien justement, maintenant c'est le moment de s'intéresser exactement aux détails de ce qui est compris dans ce panier de produits. En résumé, ce panier il est composé de ce qu'on voit ici à gauche sur cette liste. Ce panier il contient un mélange d'aliments et de boissons. Il intègre aussi le prix du logement, de l'habillement, des transports, des soins médicaux, des loisirs et de l'éducation et de la communication. Il rajoute également une autre catégorie qui s'appelle justement autres biens et services, mais là pour le moment on ne va pas aller plus dans le détail. Si on veut expliquer ça d'une manière un peu différente, on peut dire que chacune de ces 8 catégories est un sous-panier qui est considéré de manière individuelle. Pour illustrer, on va maintenant prendre la première catégorie qui est celle des aliments et des boissons. Dans ce panier, c'est le cas de le dire, il y a un certain nombre d'aliments et de boissons dont on va mesurer le prix sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois et plusieurs années. Déjà, par rapport à ça, première remarque. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'alimentation, d'une manière générale, a énormément évolué au fil du temps. La manière dont on s'alimente aujourd'hui en 2023 n'a certainement plus rien à voir avec l'alimentation qu'on avait en 1950 par exemple. Pour autant, avec le CPI et en théorie, tu vas mesurer un même panier de produits, d'aliments et de boissons en 1950 qu'en 2023. Je te laisse tirer tes propres conclusions, mais je te pose la question déjà, est-ce que tu penses que c'est possible de comparer le même panier d'aliments entre 1950 et 2023 ? Et de deux, est-ce que tu penses que ça a du sens ? Bref, je ne fais pas plus de commentaires, mais dans le cadre de cette vidéo, on va dire que c'est plausible, que c'est possible et que ça a du sens. Maintenant, ce qu'on voit dans la deuxième colonne, c'est le taux d'inflation annuel. Ce que ça veut dire, c'est qu'on compare justement le prix de ce panier d'aliments et de boissons, et on regarde quel est son prix aujourd'hui, et on regarde quel était son prix à la même date il y a un an. Et là, on constate qu'en moyenne, le prix de ce panier a augmenté de 4,90%. Le prix de ce panier est donc environ 5% plus élevé qu'il ne l'était encore il y a un an. Bon, on ne va pas aller dans le détail, mais maintenant tu fais exactement le même constat pour chacune des catégories. Et maintenant, on passe à la troisième colonne qui représente le poids relatif. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ce poids relatif, maintenant, qu'est-ce qu'il explique ? Eh bien, d'après ce rapport, il explique que typiquement, l'aliment et les boissons représentent 13,50% des dépenses d'un foyer. Pour aller un peu plus loin, dans ce rapport, le CPI considère que le logement représente presque 35% du budget d'un foyer moyen. Pareil, on ne va pas tous les commenter, mais maintenant tu comprends le principe. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à la fin, la somme de ce point relatif, ça fait toujours 100.
En d'autres termes, ce tableau représente la répartition des dépenses moyennes d'un foyer aux États-Unis. Déjà, rien que maintenant, ce que j'aimerais que tu retiennes dans cette discussion, c'est justement cette notion de répartition. Même en admettant que le bureau des statistiques ait parfaitement bien fait son job et qu'il puisse représenter exactement au pourcent près la répartition moyenne des dépenses d'un foyer moyen aux États-Unis, eh bien ça ne veut pas du tout dire que pour toi, en tant que particulier, cette répartition-là, elle te représente. Mais alors pas du tout. Je dis n'importe quoi, hein. Peut-être que toi, tu es un cycliste, tu vas au travail en vélo, donc peut-être que ces 15% de transport ne te correspondent pas du tout. Et quand on regarde notamment que la catégorie des transports a eu une augmentation de 16,5%, ce qui est énorme, et bien on comprend que si toi, le transport ne représente pas 15% de tes dépenses, mais 0, et bien effectivement, l'inflation calculée à la fin pour toi ne sera pas de 4,20%, mais elle sera bien différente. Justement, pour m'amuser, je te l'affiche maintenant à l'écran, j'ai fait un deuxième scénario. Un scénario où j'ai modifié légèrement le poids relatif de chacune des catégories. À la fin, ça représente toujours 100%, mais c'est la répartition qui change un peu. Tu remarqueras aussi que j'ai vraiment juste changé le poids relatif, mais je n'ai pas du tout changé le taux d'inflation en soi. Le taux d'inflation en soi sur chacune de ces catégories, j'ai repris exactement le même. Juste pour faire un exemple rapide, ici je vais dire que le poids relatif du logement n'est plus de 34%, mais seulement entre guillemets de 20%. Je dis n'importe quoi, soit tu es encore chez tes parents, soit tu es en colocation, peu importe, mais en tout cas, ton budget logement n'est pas de 34%, mais seulement entre guillemets de 20% tous les mois. Et bien maintenant, avec cette modification-là de la répartition du poids relatif de chacune de ces catégories, alors qu'encore une fois, on a gardé exactement la même inflation par catégorie, on trouve une inflation moyenne finale qui est différente du CPI qui était communiqué ici par le gouvernement. Ce que je veux dire par là, en d'autres termes, c'est que peut-être que pour l'américain moyen, l'inflation, elle est d'après leur calcul de 4,20%, mais dans ton cas précis, l'inflation moyenne pour toi n'est pas de 4,20%, mais 4,45%. Allez, je te rajoute encore un autre scénario que je t'affiche maintenant à l'écran. Même principe, j'ai gardé exactement le même taux d'inflation annuel. Par contre, j'ai uniquement changé le poids relatif. Maintenant, au niveau logement, on n'est plus à 20%, mais seulement à 5%. Là, tu es encore chez tes parents, typiquement, donc tu n'as pratiquement pas de dépenses. Mais par contre, on va admettre ici que tu as un énorme poste de dépenses dans les transports. Bah oui, évidemment, vu que le transport, il prend une grosse part dans la répartition de ton budget, et c'est les transports où on voit que les prix ont beaucoup augmenté, et bien évidemment, là aussi, l'inflation que tu vois à la fin, maintenant pour toi, appliquée à ton cas, elle est encore différente de ce qu'on a vu au tout début au niveau du CPI. Pour rappel, on est en train de discuter de l'aspect politique de l'inflation. Donc maintenant, prenons un peu de recul. Depuis tout à l'heure, je parle de l'inflation aux US, mais maintenant je me détache un petit peu des États-Unis pour maintenant parler de la France. En France, actuellement, juste avant l'été 2023, l'inflation, elle tourne autour de 6%. Quand je parle de 6%, je parle bien du chiffre qui est communiqué officiellement par nos instances politiques. En gros, maintenant, si on reprend un exemple chiffré, normalement, avec ce que je pouvais acheter l'an passé pour 1000 euros, je devrais aujourd'hui pouvoir m'acheter la même chose pour 1060 euros. Ça, maintenant, ça va être une question à laquelle chacun va devoir répondre pour soi-même. Est-ce que toi, maintenant, dans ton quotidien, est-ce que tu as l'impression qu'avec aujourd'hui 1060 euros, tu t'achètes exactement la même chose que ce que tu pouvais t'acheter l'an passé pour 1000 euros? Maintenant, je vais parler pour moi-même et pour ma situation personnelle, mais en tout cas, je suis en train de faire des travaux chez moi et je peux te garantir que l'inflation que je subis sur les travaux et sur les matériaux, elle est bien supérieure à 6%. Aujourd'hui, même avec 1060 euros, j'achète beaucoup moins de choses que je pouvais acheter l'an passé encore pour 1000 euros. Ça, c'est certain. Ça, c'est bien un bon exemple qui montre qu'il y a une inflation théorique et calculée par nos instances centralisées. Et à côté de ça, tu as la réalité du terrain qui souvent ne correspond pas du tout en fonction de ta situation personnelle. D'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir ton ressenti, tu me le diras en commentaire. Est-ce que toi, dans ta situation personnelle, tu penses que l'inflation calculée de 6%, elle est représentative à ta situation? Je refais maintenant la boucle vers notre discussion politique. Je pense que tu ne seras pas surpris si je te dis que le taux d'inflation a une influence directe de l'opinion publique du peuple français envers son gouvernement. De la même manière, je pense que tu ne seras pas surpris si je te dis que plus le taux d'inflation est élevé, plus ça va créer du mécontentement au niveau de la population. Derrière, tu le sais aussi bien que moi, il y a des jeux politiques, il y a des partis qui aimeraient se faire élire, d'autres qui aimeraient se faire réélire. Et dans ce cadre-là, c'est tout à fait normal que s'il y a un parti politique qui est actuellement au pouvoir et qui aimerait se faire réélire, eh bien il a envie de donner la meilleure image possible de soi pour maximiser ses chances d'être réélu.
Je fais maintenant un gros raccourci, une grosse simplification, mais globalement, plus le taux d'inflation est élevé, plus la confiance en la politique du gouvernement en place est dégradée, et donc plus les chances d'être réélu sont réduites. L'inverse est vrai aussi, plus le taux d'inflation est bas, plus la confiance est élevée, et plus les chances d'être réélu sont élevées. Alors ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a évidemment plein d'autres critères qui rentrent dans l'élection, on est bien d'accord, mais par contre, le sujet de l'inflation et du pouvoir d'achat de la population en fait partie. Ne serait-ce que par cet exemple très simple, on voit qu'il y a directement un intérêt pour n'importe quel parti politique au pouvoir de diminuer le taux d'inflation ou en tout cas de diminuer le chiffre qui est communiqué au niveau de l'inflation. Parce que directement, ça améliore l'opinion publique par rapport à son parti. Pareil, je ne suis pas en train de dire que ça concerne un parti politique plutôt qu'un autre, mais c'est une généralité. Un parti politique qui est au pouvoir a intérêt à réduire le taux d'inflation pour une histoire d'opinion publique. C'est une généralité. Et maintenant, je vais te demander de faire encore un pas supplémentaire en arrière pour encore plus prendre de recul et observer. Maintenant, on reprend le CPI. Donc le CPI, on l'avait évoqué aux États-Unis, mais il y a l'équivalent évidemment aussi en France. Tu as donc une structure centralisée qui définit comment le CPI est calculé, qui définit comment les études sont menées, qui définit comment les calculs sont faits et qui définit comment la communication est faite. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Tu as des instances centralisées qui ont tout intérêt à communiquer les chiffres les plus bas possibles, et en plus de ça, ces mêmes instances politiques contrôlent l'intégralité de la chaîne, on va dire, du calcul et de la communication de l'inflation. Toi, en tant que particulier, en tant que citoyen, tu n'as aucun moyen de vérification, tu n'as aucun moyen de contrôle, ni même aucun moyen d'influence là-dessus. Tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance aux chiffres qu'on t'indique. Et ça revient donc à la question que je posais à l'instant, est-ce que le chiffre qui est indiqué de 6%, est-ce que vraiment il correspond à ta situation personnelle? Je ne vais pas aller plus dans la provocation que ça, l'idée c'est vraiment que tu te poses les questions pour toi-même, et ça m'intéressait d'ailleurs d'avoir ton avis en commentaire. Pour revenir à notre discussion politique, on a vu à l'instant avec le CPI que le gouvernement avait un rôle important à jouer. Comme on l'a vu à l'instant, le gouvernement communique, et on a vu à l'instant que le gouvernement avait tout intérêt à communiquer des chiffres d'inflation qui soient les plus bas possibles. Comme je te l'ai dit, là-dessus, je te laisse tirer tes propres conclusions. Ah bah tiens, en parlant de la communication, ça me fait une belle transition. On va maintenant parler des discours de nos hommes et de nos femmes politiques. Ce discours qu'on connaît bien, je vais combattre l'inflation, je vais protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est un discours qu'on connaît bien. Et bah tiens, justement, ce discours, parlons-en. Ce que je t'affiche là à l'écran, c'est directement tiré du site économie.gouv.fr. Justement, on parle du pouvoir d'achat et de toutes les mesures qui ont été adoptées. Afin de soutenir le pouvoir d'achat des Français face à la hausse de l'inflation, qu'est-ce qu'ils mettent en avant qui a justement été fait pendant l'été 2022 ? Petit flashback à la première vidéo de la série où on parlait du phénomène du jouet, on montrait que plus on injectait des quantités d'argent dans une économie, et bien plus, par un effet commercial, l'inflation était élevée. C'est vraiment important de se rappeler de ce concept-là et je te mettrai le lien dans la description. On revient donc à nos mesures. On a mis en place une prime exceptionnelle de rentrée. Ok, donc là, paradoxalement, on est en train de dire qu'on combat l'inflation en ajoutant de l'argent en circulation. Alors qu'on vient de voir à l'instant l'effet que ça avait. Encore une fois, je le répète, on vient de voir à l'instant qu'en ajoutant des quantités d'argent à un système économique, la seule chose qu'on faisait, c'est qu'on créait de l'inflation commerciale et que derrière, tout le monde dans la chaîne logistique en profitait pour augmenter ses marges. Seconde mesure, on a revalorisé les prestations sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, on a augmenté le budget de certaines personnes, donc là aussi, directement, on a contribué à ce phénomène d'inflation commerciale. Troisième mesure, allons-y, on a rajouté une prime sur le partage de la valeur. Rebelote, on rajoute encore des liquidités, tout ça au nom du combat de l'inflation. Bref, allez, on continue, on regarde un peu plus bas. Maintenant, parlons spécifiquement des prix des carburants et de l'énergie. Eh bien, rebelote, qu'est-ce qu'on voit ici? Un versement de l'indemnité carburant en 2023. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on rajoute de l'argent au circuit. Et allez, allons-y, versement d'un chèque énergie fuel. Parfait. Versement d'un chèque énergie bois. Parfait. Versement d'un chèque énergie exceptionnel. Parfait. Mais attends, c'est pas fini, je vais encore un tout petit peu plus loin. Maintenant, je te montre un site issu de BFM Business. On voyait à l'instant toutes les mesures qui étaient mises en place pour combattre l'inflation. Donc, en d'autres termes, pour la population, quand on parle d'une inflation élevée, on réduit le pouvoir d'achat. Donc c'est quand même quelque part une situation compliquée pour un grand nombre de personnes.
Et maintenant, quand on regarde le secteur de l'énergie et plus précisément du pétrole, qu'est-ce qu'on voit? Les principaux groupes pétroliers ont dégagé des bénéfices records en 2022. Bref, j'arrête de provoquer, mais je pense que tu vois où je veux en venir. Est-ce que ça, c'est pas justement un exemple parfait qui illustre exactement ce que je disais à l'instant? Tu as des liquidités qui sont ajoutées à un circuit économique, certes. Donc temporairement, qu'on se comprenne bien, ça va aider les personnes à moins subir l'inflation, certes. Mais paradoxalement, la finalité, c'est qu'on encourage, c'est qu'on accentue justement ce phénomène d'inflation en ajoutant simplement des liquidités à un circuit économique. Je répète, en 2022, on était dans une situation avec une énorme inflation, surtout liée à l'énergie. Et là, en même temps, on voit qu'en 2022, c'était une année record pour les compagnies pétrolières. Attention, encore une fois, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut arrêter d'essayer de combattre l'inflation. Loin de là, je dirais même le contraire. Par contre, là où je veux te provoquer un petit peu, c'est justement sur la réflexion sur la manière de faire. Je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais justement, l'idée, c'est que tu te fasses ta propre opinion. Encore une fois, ce que je veux faire ici, c'est t'aider à comprendre quelques mécanismes qui te permettront de prendre un peu de recul sur l'inflation et sur la situation économique que nous traversons tous. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose d'autre. Je ne sais pas trop si je peux le placer dans une catégorie politique ou pas, mais bon, peu importe, je vais le mettre ici. Je vais parler du livret A. Ça, c'est une petite anecdote que j'aimerais partager avec toi. Tu l'as certainement vu, les taux d'intérêt sur le livret A ont progressivement augmenté depuis maintenant pas mal de temps. Donc évidemment, ça a fait la une de beaucoup de médias grand public, à savoir les chaînes télé et les journaux. Mais ce que j'aimerais que tu gardes en tête ici, et aussi pour contexte, le taux d'intérêt sur le livret A, il est encore aujourd'hui bien inférieur à l'inflation qu'on est en train de vivre. Justement maintenant, l'anecdote que je voulais te partager, c'est au sujet du livret A. Un de mes amis est récemment allé voir son conseiller en banque pour discuter de tout un tas de choses, dont les aspects financiers et dont l'aspect investissement. Je précise bien qu'il voulait parler de l'investissement d'une manière générale et pas spécifiquement du livret A, mais vraiment d'une manière générale. Après que mon collègue m'ait raconté la discussion avec son banquier, ce qui m'a fait halluciner, c'est que le banquier, il a dit « Vu l'inflation actuelle, si vous voulez jouer la sécurité, vous devriez mettre votre argent sur un livret A. » Je résume, si tu as une inflation, je dis n'importe quoi, à 5%, et que tu as un livret A qui rapporte 3% d'intérêt, et bien tu as toujours une différence de 2%. Donc tu as une sécurité, donc tu as une sûreté absolue, c'est que ton argent, il va continuer à perdre 2% de sa valeur tous les ans. Et c'est ça que j'aimerais que tu retiennes et que tu comprennes. Même si tu as un taux d'intérêt qui augmente petit à petit sur le livret A depuis maintenant pas mal de temps, ça ne veut pas pour autant dire que c'est intéressant ou rentable de mettre ton argent sur le livret A compte tenu de l'inflation. Encore une fois, sur cette chaîne, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour donner du conseil en investissement, même loin de là. Par contre, j'aimerais que tu te poses toi-même la question quand tu vas voir la prochaine fois ton conseiller financier ou alors ton banquier, est-ce que ce qu'il est en train de me raconter, c'est pertinent? Est-ce que ce qu'il est en train de me raconter, ça a du sens? On n'est peut-être pas tout à fait dans la politique, mais on est quand même dans la communication. Et surtout d'ailleurs, quand tu écoutes les messages qui sont publiés sur les médias grand public, à quel point c'est bien, à quel point c'est positif, que le livret A maintenant il rapporte plus que dans les années précédentes. Et en soi, c'est pas faux, encore une fois, en soi, c'est pas faux. Mais il faut toujours mettre ça dans un contexte. Si le taux d'intérêt sur ton livret A il est inférieur au taux d'inflation, eh ben, pose-toi la question, est-ce que pour toi, dans ta situation, ça a du sens de placer ton argent sur un livret A ou pas? Dans certains cas, dans certaines situations, ça peut avoir du sens, mais par contre, encore une fois, essaye parfois de remettre en question ce que te dit ton banquier ou alors encore ton conseiller financier et te demander est-ce que ça a du sens dans mon contexte et dans ma situation? Allez, pour finir, il y a encore une question que j'aimerais aborder avec toi, et la question c'est est-ce que l'inflation, pour moi en tant que particulier, c'est une fatalité, ou est-ce que moi, même en tant que particulier, je peux y faire quelque chose? Je reprends l'exemple qu'on avait vu ensemble dans la précédente vidéo, où on avait parlé de l'effet de l'inflation dans une chaîne logistique de fabrication d'un produit. On avait, pour rappel, le producteur de matières premières, on avait le fabricant, on avait le vendeur, en tout cas la distribution, et on avait le client. On a vu ensemble que le distributeur, en année 2022, il vendait un produit pour 1000 € au client. Et avec l'effet de l'inflation en 2023, le client, maintenant, il devait payer 1100 € pour le même produit. Je te ne refais pas tout le détail, je te renvoie à la précédente vidéo, mais on avait vu ensemble qu'en augmentant le prix de 1000 à 1100 €, il y avait tout le monde dans la chaîne logistique qui était capable d'augmenter ses marges. Et c'est le client qui subissait le plus gros impact de l'inflation.
Dans cet exemple, on était parti du principe qu'effectivement, chacun dans la chaîne logistique acceptait les augmentations jusqu'au client. Là, on rentre donc dans la notion de juste prix. À partir du moment où le client il est prêt à payer quelque chose pour un produit, eh ben, ça veut dire que c'est le juste prix, c'est la loi du marché qui a décidé que entre l'offre et la demande, s'il est prêt à payer ce prix-là, c'est que le prix il est juste, il est bon. Et bien, à partir du moment où le client il est prêt à payer ce prix-là, il n'y a personne dans la chaîne logistique qui doit se remettre en question pour dire est-ce que je ne vais pas devoir baisser mes prix parce que le prix, à la fin, il a été accepté. Et maintenant, on va prendre la situation inverse. Donc, effectivement, il y avait en une année le prix qui valait 1000 euros et dans l'année suivante, il vaut toujours 1100 euros. Ou en tout cas, le distributeur ici, il essaye de vendre le produit à 1100 euros. Mais toi, là, en tant que particulier, en tant que client, tu as tout à fait le droit de dire non, stop, je ne suis pas prêt à payer ce prix-là. Alors attention, nuance, ce n'est pas le cas sur tous les produits. Il y a des produits qui sont plus ou moins essentiels. C'est évidemment plus difficile de refuser une augmentation sur un produit alimentaire parce que tu en as besoin pour manger, tu en as besoin pour vivre, tu en as besoin pour nourrir ta famille. Donc là, effectivement, toujours l'offre et la demande. Dans tous les cas, tu as besoin de ce produit-là. Donc là, c'est parfois difficile de refuser le prix. Mais maintenant, pensons à un produit qui est moins essentiel. Pensons à l'électronique, pensons aux loisirs, pensons à tout ce que tu veux, mais quelque chose qui est sympa, certes, mais qui n'est pas essentiel. Par exemple, je dis n'importe quoi, un téléphone portable, ou alors encore une télé ou une console, peu importe, un truc du genre. Et bah tiens, ça tombe bien, on va justement dire que cette augmentation de 1000 à 1100 euros, elle a eu lieu sur une télé. Et bien maintenant, toi en tant que client, tu as tout à fait la possibilité de dire eh ben non, en fait, je ne vais pas accepter cette augmentation de prix, je ne vais pas maintenant m'acheter une télé à 1100 euros. Bon, je voulais peut-être l'acheter maintenant, mais par contre, ça attendra. Je vais me restreindre un petit peu, je vais me raisonner un petit peu et je vais attendre que les prix baissent. Et maintenant, du coup, qu'est-ce qui va se passer dans toute la chaîne logistique? À partir du moment où le distributeur il ne va pas réussir à vendre la télé, mais il a quand même, on l'a vu ensemble la dernière fois, il a quand même besoin de vendre, il a quand même besoin de faire de la croissance un maximum possible. Oui, du coup, à partir du moment où le client il n'est pas prêt à payer 1100 euros, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Maintenant, si le distributeur il veut vraiment vendre, mais il ne réussit pas à vendre à 1100 euros, il va un petit peu baisser son prix. Ça va peut-être un petit peu diminuer ses marges, mais par contre, il n'a pas d'autre choix parce que s'il ne diminue pas son prix, il ne va rien vendre du tout. Donc, il ne fera zéro marge. Dans cette situation, c'est toujours mieux de faire un peu moins de marge que de faire zéro marge tout court. Donc, du coup, il va baisser le prix à 1090. Bon, il n'y a toujours pas de clients qui sont intéressés, c'est toujours trop cher. Bon, ok. Il va maintenant baisser à 1070. Ok, maintenant il y a 2-3 clients qui reviennent, qui acceptent cette augmentation, mais c'est toujours pas ça. Il a toujours besoin de faire plus de volume parce qu'il veut faire de la croissance à la fin de l'année. Donc allez, il casse le prix. Maintenant il vend à 1030. Et bien là, il a enfin trouvé un prix où les clients étaient prêts à revenir. Les clients n'étaient pas prêts à payer 1100 euros, mais maintenant ils sont peut-être prêts à payer 1030. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça venait de l'initiative du client. Évidemment, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne suffit pas d'avoir un seul client parmi des milliers qui ne soit pas d'accord pour acheter un certain équipement à un certain prix. Mais à partir du moment où il y a un grand nombre de personnes qui vont tous dans ce même sens, de dire ok, je vais me restreindre, je ne vais pas acheter tout de suite ma télé, j'en ai envie, mais par contre ça va attendre l'année prochaine, ou en tout cas ça va attendre que le prix baisse, et bien mécaniquement, automatiquement, le fait de se restreindre, le fait de ne pas acheter, ça met les distributeurs et les producteurs dans une situation où ils n'ont pas d'autre choix que de baisser les prix parce qu'ils ont quand même besoin de vendre, ils ont quand même besoin de faire de la croissance. Ce que je veux dire par là, c'est que l'inflation n'est pas toujours une fatalité. Alors oui, il y a des choses qui génèrent de l'inflation qui sont en dehors de notre volonté, en dehors de notre influence même. Mais par contre, il y a notamment l'inflation commerciale qu'on a vue dans la précédente vidéo, sur laquelle nous tous, en tant que particuliers, en tant que clients, en tant que consommateurs, on a une influence directe. Si on reprend maintenant le schéma qu'on regardait à l'instant, à partir du moment où le distributeur n'est plus capable de vendre une télé à 1100 euros parce que le client ne l'accepte pas, mais plus qu'à 1030 euros, qu'est-ce que tu penses que le distributeur il va faire? Lui aussi, il veut maximiser ses marges, il veut maximiser ses profits. Donc pour ce faire, soit il augmente ses prix, soit il diminue ses prix d'achat. Et du coup, maintenant, tu vois bien ce qu'il va faire. Maintenant, il va retourner voir le fabricant pour lui dire « Eh oh, non, je n'accepte pas tes augmentations de prix.
Même principe, si le fabricant il n'accepte pas de revoir ses prix à la baisse, et bien le distributeur il va aller chercher un autre fabricant qui lui sera capable de baisser les prix. Donc là, tu fais directement jouer la concurrence, et donc là, directement, en faisant jouer la concurrence, tu fais automatiquement baisser les prix. Ce que je voulais te montrer par ces quelques exemples très simples, c'est que même nous, en tant que client, en tant que consommateur final, on a un poids, on a un choix. L'inflation, elle est ce qu'elle est, je ne vais pas nier qu'elle existe, et encore une fois, il y a certaines inflations qui sont plus dures à combattre que d'autres, mais dans une certaine mesure, il y a un certain type d'inflation qui existe aussi, parce que nous, on l'accepte. Et là, qu'on soit bien d'accord sur le choix des mots, on est contre fondamentalement parce que ça ne nous plaît pas, mais par contre, on l'accepte rien que par notre acte d'acheter quelque chose. En achetant quelque chose qui a subi une forte inflation, quelque part, et directement, ça veut dire qu'on accepte l'augmentation. Et à partir du moment où on accepte l'augmentation, ça devient le prix juste au niveau du marché. Donc les fournisseurs, les fabricants n'ont aucune raison de faire machine arrière et de baisser les prix. Vu que dans tous les cas, le prix il est pratiqué, il est validé, et les clients continuent à acheter, encore une fois, ils n'ont aucun intérêt à revoir leur prix à la baisse. Et donc, quelque part, en acceptant d'acheter au prix fort, non seulement on valide, mais on encourage l'inflation directement. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas du tout en train de te dire d'arrêter d'acheter, d'arrêter de consommer, je suis juste en train de te montrer que toi, même en tant que particulier, tu as un choix. L'inflation n'est pas toujours une fatalité, mais à partir du moment où il y a assez de personnes qui se regroupent pour dire non, stop, l'inflation, ça suffit, je ne vais plus consommer, et bien ça peut avoir un réel impact sur les prix qui sont pratiqués sur le marché. Bref, ça y est, on arrive donc maintenant à la fin de la 3e vidéo de la série sur l'inflation. J'espère encore une fois que ça t'a apporté quelque chose. J'espère que tu as pu apprendre 2-3 choses. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette série de vidéos parce que je pense que ce sont des notions qui sont fondamentales et que chacun qui gère son argent devrait connaître. Chacun qui place son argent quelque part, peu importe où, il devrait savoir ce que signifie l'inflation, d'où ça vient, quel est l'impact sur notre société et aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour la combattre si jamais on en a envie. Tu l'as vu, on a pris beaucoup de raccourcis dans cette série de vidéos, on a fait beaucoup de simplifications. Donc évidemment, il faut prendre les exemples qu'on a vus ensemble avec un peu de recul, mais globalement, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est les mécanismes qu'il y a derrière et surtout les dépendances entre les différents acteurs. Merci d'avoir pris le temps de me suivre dans cette série de vidéos. Si jamais tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me les dire en bas de la vidéo. Et si jamais il y a des points que j'ai montrés avec lesquels tu n'es pas d'accord ou que tu aurais expliqué de manière un peu différente, et bien là aussi ça m'intéresserait d'avoir ton avis et je t'invite à me laisser un commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et à présent, tu connais la musique, un abonnement et un like ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Sur ce, encore merci et je te dis à la prochaine sur le Prisme.